Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimagité. Ravi de vous retrouver à ce rendez-vous d'information de ce jeudi 13 octobre 2022, dont voici le sommaire. Commémoration ce 13 octobre du 61e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, le héros de l'indépendance du Burundi. L'unité et la liberté des Burundais que prenait le héros national ont été étouffées par les dirigeants qui se sont succédés au pouvoir, a indiqué Charles Nditije, président du parti Iprona non reconnu par le pouvoir en place, qui précise que la situation s'est aggravée aujourd'hui par le régime CNDD-FDD qui a piétiné les accords d'Arusha. Même son de croche pour l'archevêque de Bujumbura, qui demande aux chrétiens en général et aux dirigeants du pays en particulier de toujours penser à tout partager avec les autres, car ils ont en commun la vie et la mort. Au sommet également, la population de la province de Mwaro craint une probable famine suite au tarissement de la pluie. Enfin, nous irons à République démocratique du Congo pour parler des réfugiés burundais du camp de Lusenda qui craignent de leur sécurité suite à la présence des positions des rebelles Maïmaï aux alentours du camp. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, commémoration ce 13 octobre du 61e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, le héros de l'indépendance du Burundi. La lutte contre le divisionnisme, la corruption et le détournement des biens publics, la liberté pour tous les Burundais et étrangers vivant au Burundi étaient entre autres les piliers de sa lutte. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'extrait de son discours lors de la victoire de son parti Iprona aux élections de 1961. Aujourd'hui, l'Iprona a remporté la victoire. Il a gagné parce que vous l'avez voulu et il va mettre en place le gouvernement du Burundi. Toutefois, le gagnant ou le perdant sont tous des Burundais. Ils partagent le même territoire et sont sous les ordres d'un même roi. Même s'ils ne sont pas issus d'un même parti, le Burundi a besoin d'eux tous. C'est pour cette raison, chers frères, que la victoire d'aujourd'hui n'est pas celle du parti. Aujourd'hui, c'est la victoire de la paix et l'honneur du Burundi. Parce que là où il n'y a pas d'autorité digne, ne peut y avoir d'honneur et de tranquillité. Là où il n'y a pas d'autorité digne, ne peut y avoir de développement. Aujourd'hui, c'est également la victoire de la vraie démocratie. La démocratie que les Burundais ont à souhaiter. Vous savez que les Burundais souhaitent une justice équitable. Maintenant, l'heure a sonné d'analyser les problèmes qui hantent le Burundi. Et ce sont des problèmes que vous connaissez tous. C'est entre autres relever l'économie du pays, des problèmes fonciers, relever le niveau de vie de petits citoyens et ceux pauvres. Il y a aussi la question des écoles. Nous allons nous focaliser sur toutes ces questions. Ma première préoccupation est que chaque citoyen vivant au Burundi puisse pousser un offre de soulagement et que son esprit soit apaisé. Je veux que personne ne soit victime d'un mal et que l'État soit un parent de tous et qui protège tous. Un Mudasigana qui sera objet de menaces aux étrangers vivant au Burundi ou les membres des partis de l'opposition aura trahi pour le Burundi et il sera sérieusement sanctionné. Et les gens non intègres, les voleurs et les brigands, qu'ils sachent que lorsqu'ils seront attrapés, seront sévèrement punis. L'unité nationale que prenait le prince Louis Rwagasore a été étouffée par les dirigeants qui se sont succédés au pouvoir, y compris ceux de l'Iprona, le parti du prince. Propos de Charles Nditije, président du parti Iprona non reconnu par le régime CNDD-FDD, qui précise que la situation s'est aggravée aujourd'hui par le même régime qui a piétiné les accords d'Arusha. Suivez plutôt professeur Charles Nditije. Cet idéal d'unité a été mis à rude épreuve. Je dirais même que tout a complètement basculé parce que les querelles, les antagonismes interethniques liés à des ambitions égoïstes, le recours à l'ethnicité est devenu manifeste et engendré des drames que le Burundi a connus, même avec les dirigeants qui émanaient du parti Iprona depuis
1965, en passant par 1969, 1972, 1988, 1993 et tout récemment en 2015 jusqu'à ce jour. Donc il y a des ressentiments liés à la violence, à la haine et à l'exclusion de type ethnique qui se sont installés dans bon nombre de Burundais, surtout chez les élites. Aujourd'hui, c'est encore plus patent. L'exclusion est de mise. Aujourd'hui, le CNDD-FDD enseigne la haine, divise les citoyens en vrais citoyens, abenegihugu et en citoyens de seconde zone, ibipinga, bamujeri, etc. Aujourd'hui, pour avoir du travail, il faut être membre du CNDD-FDD. Les autres de l'opposition n'ont pas droit au chapitre. Tout cela parce que le CNDD-FDD, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, a mis au rencard les accords d'Arusha qui avaient quand même permis de stabiliser le pays en proposant que les Hutus et les Tutsis puissent partager le pouvoir et surtout puissent se réconcilier à travers la connaissance de la vérité sur les drames qui se sont déroulés par le passé qui continuent malheureusement. Mais aujourd'hui, le CNDD-FDD a complètement balayé du revers de la main les accords d'Arusha et c'est pour cela que les gens continuent à être tués, à être portés disparus, à être violés du simple fait de leur appartenance ethnique ou politique. Charles Nditije est revenu sur le phénomène de la corruption et de détournement des biens publics qui gangrène le Burundi. Il interpelle les dirigeants du pouvoir en place de se ressaisir et de couper court avec ce mal. Suivez encore une fois, professeur Charles Nditije. Aujourd'hui, je dirais qu'avec le CNDD-FDD, la corruption est devenue un mode de gouvernement. Aujourd'hui, tout s'achète, la passation des marchés et tout se fait sur base du clientélisme et la corruption gangrène tous les secteurs de la vie nationale. On dirait que le pouvoir, c'est une sorte de proie et dans ce partage, les leaders le plus fort prenant le meilleur morceau. Et c'est cela qui explique pourquoi le Burundi est aujourd'hui classé le pays le plus pauvre du monde, mais aussi le pays le plus corrompu du monde. Donc, je dirais que nous sommes complètement passés à côté de l'héritage du prince Louis Rwagasore en ce qui concerne l'unité nationale, en ce qui concerne la lutte contre la corruption, les malversations économiques pour asseoir la bonne gouvernance qui génère le développement et la sécurité pour tous. Nous devons donc comprendre que nous sommes appelés à nous mettre ensemble, à dépasser nos clivages politiques et ethniques pour former un vaste rassemblement, une sorte de résistance interethnique pour dire non aux dérives du CNDD-FDD afin de bâtir une société réconciliée qui tourne définitivement la page des divisions, des exclusions. C'est Charles Nditije, le président du parti PRONA non reconnu par le régime CNDD-FDD. Dans une messe dite à l'occasion de la commémoration de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, Monseigneur Gervais Banshimiusa, l'archevêque de Bujumbura, a demandé aux chrétiens de toujours penser à tout partager car ils ont en commun la vie et la mort. Ce que Dieu veut est de nous voir bénir et nous bénir les uns des autres. On ne peut pas bénir Dieu et en même temps maudire les autres et en essayant de leur faire du mal. Dieu est béni quand nous bénissons les uns et les autres en vivant dans l'amour comme il nous l'a recommandé au lieu de toujours chercher à nous massacrer en espérant que c'est de cette manière que nous allons avoir la paix. Le plan de Dieu, et il faut toujours vous rappeler de ça, et que toutes les personnes comprennent qu'elles ont en commun la vie et la mort et de se préoccuper de partager. tuze turavyibuka nuko abantu bose bokumva ko basangiye gupfa n'ugukira maze bakitwararika gusabikanya kumenya gusangira n'abandi ibyo ufise bitangurira kumenya Savoir partager avec les autres ce que tu as commence par savoir que tu as la même bénignité que les autres et essayer donc de ne pas les écarter. C'est comme ça que tu découvres que les autres ont de l'importance et les approcher quand tu comprends que vous avez tous été bénis par Dieu avant toute chose. C'est d'ailleurs ça la bonne voie d'empêcher de nous massacrer pour nous éliminer les uns les autres. Yukubuza inyendamuvano y'agatima kukurondera kugandagurana ngo dukuranemwo.
Monseigneur Gervais Banchimioussa a également rappelé aux dirigeants du pays que ne pas faire le bien que tu devrais faire n'est seulement un péché, mais également une trahison envers les gouvernés. nitubimenye rero kandi tubyirinde kudakora icyo wabwirizwa gukora uri ndongozi. Nous devons donc le savoir et l'éviter, ne pas faire ce que tu devrais faire pour un dirigeant, ne pas seulement se trahir, mais également trahir ceux qui sont sous ta responsabilité. Et partant de ça, nous comprenons qu'en tant que dirigeant, nous ne faisons pas du mal seulement en commettant des fautes. Nous faisons du mal aussi quand nous ne faisons pas le bien que nous devrions faire afin que les autres en profitent. C'est pourquoi nous disons que selon notre foi, une personne ne pêche par les actes et par omission. C'est-à-dire ne pas faire ce que tu devrais faire est un péché, car il y a des choses que tu peux ne pas faire alors que tu devrais, et cause irréparable dans notre pays. kuko hari ikintu uramutse utagikoze kandi wabwirizwa kugikora n'igihugu kirashobora gutikira. Aba bagwagasore bemera bakaba incungu, icyo nicyo babwirijwe kutwigisha. Hamugira uti ndaguhitamwo nyene ndagoge. Nous devrions prendre l'exemple au héros comme Ouagasore, prendre une décision de risquer la vie pour le bien en se disant que si tu réussis c'est mieux et que si tu ne réussis pas, au moins le pays aura quelque chose à gagner. Mais si tu n'as pas cette conviction, tu te dis que ça va, puisqu'il n'y a rien de mal que tu es en train de faire, mais tu ne fais rien de beau également. Nous devrions penser ainsi. Si un dirigeant ne fait pas ce qu'il devrait faire, même si c'est en rapport avec le développement, il ne se trahit sûrement pas car il va manquer lui aussi en développement, mais également il trahit ses gouverneurs qui devraient profiter de son développement en passant par son dirigeant. Comme je l'ai dit, c'est pourquoi nous les chrétiens, et je pense que c'est la même chose pour les autres, et d'ailleurs nous affirmons qu'une personne pêche en faisant le mal et en ignorant de faire ce qu'elle devrait faire, et c'est vraiment mal tout ça. Mu gukora inabi no mu kudakora icyiza yabwirizwa gukora kandi byose n'amabi masa. C'était Monseigneur Gervais Banchimioussa, l'archevêque de Bujumbura. Le 13 octobre, c'est également le jour de l'assassinat du journaliste Christophe Nkezabahizi et sa famille. 7 ans viennent de s'écouler depuis que la dite famille a été décimée. Les membres de la famille de cet employé, qui était preneur d'images à la télévision nationale du Burundi, regrettent le fait que la justice burundaise n'a rien fait jusqu'à présent et demandent au président de la République de s'activer pour que les auteurs de ces forfaits soient identifiés et traduits devant la justice. Suivez plutôt Jean-Marie Rezimana qui parle au nom de la famille de feu Christophe Nkezabahizi. Aujourd'hui, c'est un triste anniversaire dans la famille Nkezabahizi. C'était le 13 octobre quand Christophe Nkezabahizi, son épouse Anyonzimalis Kadoudou, leurs 2 enfants, Irakoze Trésor et Kamikimana, et Évariste, le cousin de Christophe, ont été assassinés. C'était vers 14 heures en Gagara, à leur domicile. Les habitants du quartier ont encore en mémoire ce triste carnage. C'était en plein jour. Les habitants ont vu ceux qui ont commis ce meurtre. C'était des hommes en uniforme, habits, militaires et les agents des services de renseignement. Aujourd'hui, 7 ans après, rien n'a été fait par la justice burundaise à part une mascarade de procès qui n'a abouti à rien. Aujourd'hui, ce message s'adresse au président de la République du Burundi en tant que garant de la justice. Nous lui demandons d'user de son pouvoir pour que les assassins de Christophe Nkezabahizi soient connus, traduits devant la justice et punis conformément à la loi. Si ce n'est pas ainsi, la famille continue de considérer que le président de la République fait tout pour protéger ses assassins. Le gouvernement CNDD-FDD manipule sans cesse la justice burundaise dans les procès politiques, mais par la suite, ce même gouvernement fait profil et bas devant les juridictions régionales et internationales, comme il n'a pas de la même mise sur ces dernières. Ainsi, le gouvernement du Burundi n'a jusque-là eu gain de cause dans aucune des affaires portées devant ses cours et mécanismes internationaux. Le point avec Emile Nibasumba. Il est d'habitude que la justice burundaise tranche les procès politiques selon la volonté et les aspirations du parti au pouvoir et le gouvernement qui en émane, une pratique qui prouve la dépendance de l'appareil judiciaire vis-à-vis du gouvernement. Néanmoins, lorsque les partis lésés interjettent appel devant les cours et mécanismes régionaux et internationaux, généralement le gouvernement burundais ne réagit pas par rapport aux plaintes. Le cas illustratif le plus récent, en date du 29 septembre de cette année 2020,
2022, la Commission des droits de l'homme et des peuples basée à Banjul, en Gambie, a adressé une correspondance au président burundais Evariste Ndayishimiye, lui signifiant avoir accusé réception des plaintes contre Gitega, des plaintes relatives à la violation des droits de 12 personnes en exil, dont les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme taxés de putschistes en 2015. Dans cette correspondance, la Commission demandait au gouvernement du Burundi de donner son point de vue par rapport à ces plaintes. Jusqu'à présent, le gouvernement du Burundi n'a pas encore réagi. Une autre illustration, un groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées s'est prononcé en faveur de plus de 60 victimes de disparitions forcées au Burundi entre 2016 et 2022. Les préposés de l'État et les Imbonerakure viennent en tête parmi les bourreaux exécutants et planificateurs dans ces dossiers. Et par conséquent, c'est l'État burundais qui est incriminé. Là aussi, Gitega n'a point réagi. Par ailleurs, même les procès dans lesquels le gouvernement burundais a participé, il les a perdus. Ici, on reviendrait sur l'arrêt que la Cour de justice de l'EAC dit avoir rendu en date du 25 novembre 2021, qui invalide le troisième mandat de l'ancien président de la République, Pierre Nkurunziza, car inconstitutionnel et en violation de l'accord d'Arusha. Parlons éducation à présent, indignation chez certains parents des élèves qui fréquentent les écoles publiques en commune de Burambi, province de Rumongue, suite à une somme leur exigée. Chaque élève de cette commune doit donner le montant justifié comme une contribution à l'achat d'une imprimante pour la DCI. Ses parents demandent que ces contributions soient annulées, les qualifiant de vol organisé. Eloge disait les méchants pour les détails. Des parents des élèves de certaines écoles publiques se trouvant en commune de Burambi, province de Rumongue, révèlent que le directeur leur exige de payer des frais ces derniers jours et leur indique que l'ordre émane de la direction communale de l'enseignement. Ceux qui se sont confiés à la RPA parmi ces parents font savoir que leurs enfants ont été signifiés que ces frais vont être donnés au niveau de tous les établissements et seront utilisés par la suite pour l'achat d'une imprimante de la DCE. Ces parents s'indignent que certains élèves se voient renvoyés de l'école sous prétexte qu'ils tardent à payer ces frais. Chaque élève doit payer 300 rambous et celui qui ne paye pas se voit renvoyé à la maison. On nous dit que cette somme est destinée à l'achat d'une imprimante pour la direction communale de l'enseignement à Burambi. Mais on se demande si cette direction n'a pas de frais de fonctionnement à sa disposition. Ses parents disent également que ce n'est pas la première fois qu'ils se voient obligés de donner de l'argent pour acheter une imprimante pour la DCE, d'où ils qualifient cette collecte en cours de vol organisé. Aucune réunion des parents pour au moins nous expliquer l'usage de cet argent n'a été organisée. Le directeur des établissements impose seulement le paiement aux enfants. Avant l'année passée, un tel montant avait été exigé aux parents et on nous avait dit que c'est également destiné à l'achat d'une imprimante. Nous trouvons que ce vol organisé tout simplement avec comme objectif d'empocher notre argent. La rédaction de la RPA a cherché à joindre par téléphone Abias Bayikorere, directeur communal de l'enseignement à Burambi, pour recueillir sa réaction, mais sans succès. Quant à Isaac Ndikuliyo, directeur provincial de l'éducation en province de Rumongue, il nous a raccroché au nez après notre brève présentation. Merci à toi, Héros. Je disais les méchants. Parlons gouvernance à présent. Le bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité BBN devrait multiplier des naissances surprises pour se rendre compte de la manière dont travaillent les stations-service. C'est un appel lancé par le LICOM après les grognes de la population qui accuse les pompistes de manipuler les pompes pour servir des quantités insuffisantes de carburant aux clients. Selon le LICOM, cette pratique constitue une infraction punissable par la loi. Pour Gabriel Ufsiri, président de l'LICOM, il ne suffit pas non seulement de faire payer les amendes, mais il faudrait aussi procéder à la fermeture des stations-service qui se rendent coupables d'une telle infraction. Écoutez plutôt Gabriel Ufsiri, il est président de l'LICOM. Nous avons vu que au niveau des stations, il y a fait des contrôles, plus particulièrement en province de Gitega. Il y a des stations qui ont été attrapées en train de frauder. Il y a eu même des amendes. Mais malheureusement, il se remarque que finalement, cette mauvaise habitude continue. Donc, pour nous, il est urgent que les services compétents puissent prendre des mesures qui s'imposent, notamment en faisant des contrôles improvisés
et régulièrement chaque semaine et dans de différentes provinces, dans de différentes stations et très régulièrement. Je pense que ces fraudeurs pourront être sanctionnés d'une manière exemplaire, surtout, c'est vrai, il faut des amendes, mais aussi il faut procéder dans certains cas de fermer les stations. Pourquoi pas même porter plainte devant les juridictions compétentes. Donc pour nous, il est urgent de protéger vraiment les citoyens. Dans le passé, on savait que les pétroliers, ce sont des personnalités qui devaient être respectées, mais quand même s'ils commencent à voler les citoyens au vieux de tout le monde comme ça, c'est vraiment décevant. Il faut que des mesures conséquentes soient prises pour protéger les citoyens. C'était Gabriel Oshiri, président de Orico, mais après cette petite transition, nous parlons des nouvelles de la société. Je vous le disais en titre, la population de la province de Moiro craint une probable famine suite au tarissement de la pluie. Selon cette partie de la population burundaise, même les cultures dans les marais n'ont pas poussé comme il le faut. Et au marché, la population déplore que les prix des denrées alimentaires grimpent du jour au lendemain. Écoutez plutôt un des habitants de la province qui alerte. Normalement, la pluie tombe fin août et début septembre, mais le mois de septembre a pris fin sans que nous voyions de la pluie en abondance. Même avec octobre, vous voyez que certains cultivateurs n'ont pas encore cultivé. Les cultures dans les vallées ne sont pas bonnes parce que elles n'ont pas eu de pluie d'août. Entre-temps, le mois de septembre, on cultive le maïs. En septembre, il a un peu plu et quelques agriculteurs avaient décidé de cultiver malgré les avertissements des responsables de l'Igébou. Ils avaient averti qu'il ne fallait pas encore cultiver parce qu'il avait été constaté qu'il n'avait pas de pluie. Vraiment, la famine s'annonce au sein de la population. Les bétails ne trouvent pas également de quoi manger à cause du changement climatique. Il y a trop de soleil, il brille dès le lever jusqu'au soir. Les gens qui ont cultivé du maïs, ça commence à jaunir. Si l'on plante du maïs au mois d'octobre, l'expérience montre que les chances de récolter sont minimes. Il faudra donc attendre novembre, mais là aussi, l'on aura perturbé le calendrier culturel. Donc, l'on ne pourra plus cultiver des haricots. C'est vraiment un défi parce que vous savez vous-même que le haricot est une alimentation de base pour les Burundais. D'ailleurs, les prix sont déjà très élevés, que ce soit pour le maïs que pour le haricot. C'est très alarmant. On n'est même pas en train de cultiver. La rédaction de la RPA a cherché à contacter par téléphone le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, mais en vain. Toujours à ce chapitre, la pénurie d'eau potable est devenue un casse-tête au chef-lieu de la province de Cibitoke. Les habitants de la dite province, il faut savoir que ce problème est dû aux autorités qui ont fait des raccordements et orienté l'eau dans les robinets afin de la vendre. Ainsi, les habitants passent du temps à faire des va-et-vient avec des bidons à la recherche de l'eau. Le point avec Daniel Claire, il la trouve. Cette pénurie d'eau potable qui s'observe au chef-lieu de la province de Cibitoke est une pénurie artificielle créée volontairement par certains employés de la régie des eaux au niveau de la province en collaboration avec certains responsables du parti CNDD-FDD dans la dite province. Cela pour des intérêts de ces cadres qui, selon, en profitent pour vendre de l'eau sur les robinets publics qu'ils gèrent. En réalité, au chef-lieu de la province de Cibitoke, nous avons un sérieux problème de pénurie d'eau, alors que la province ne devrait pas avoir ce problème. Ceci est dû à certains nombres de personnalités du parti CNDD-FDD en collaboration avec certains agents de la régie des eaux. Ils s'arrangent pour créer une pénurie. Tout ceci, ils le font pour que la population aille acheter de l'eau dans des robinets qu'ils gèrent eux-mêmes. Ces derniers ne sont jamais à sec, contrairement aux robinets dans les ménages des différents quartiers. Selon les habitants du chef-lieu de la province de Cibitoke, de telles situations se répètent fréquemment et peuvent durer 2 à 3 semaines. Ça fait des semaines que cette pénurie tracasse la population ici au chef-lieu de la province de Cibitoke, mais ce n'est pas un problème nouveau ici, ça se répète. Ça peut durer plus de 2 semaines pour ensuite redevenir normal. Ceux qui créent cette pénurie le font pour leurs propres intérêts. Ils s'arrêtent les rejets une fois qu'ils se rendent compte que la population commence à
à élever la voix parce que, fatigués des mouvements de vent et vient avec des bidons à la recherche de l'eau. Il est à signaler que la problématique de l'alimentation en eau potable au chef-lieu de la province de Cibitoke ne date pas d'aujourd'hui. La population a tant crié, mais toujours pas de solution appropriée. À propos, la rédaction de la RPA a contacté Karen Huizoza, gouverneur de la dite province, mais sans succès. Merci à toi aussi, Daniel Claire. Il a trouvé les réfugiés burundais du camp de Rusenda en République démocratique du Congo craignent de leur sécurité suite à la présence des positions des rebelles Maïmaï aux alentours du camp. Selon ces réfugiés, les rebelles Maïmaï s'installent après des combats avec les troupes gouvernementales. Les réfugiés demandent que leur sécurité soit garantie. Le point avec Les réfugiés burundais du camp de Rusenda indiquent que les rebelles de Maïmaï se sont installés à côté du village 26, à côté du village 47 et tout près du quartier appelé Gatunguru. Ces rebelles Maïmaï ont choisi de se réfugier près du camp en fuyant les combats qui les opposaient aux militaires FARDC dans le quartier appelé Igweba. Dans ce camp, ces rebelles sont accusés de semer le désordre et perturber la paix du camp. Vendredi et samedi dernier, d'intenses combats ont opposé les rebelles Maïmaï aux militaires congolais dans la localité d'Oigweba. Les rebelles Maïmaï ont fui et sont venus se positionner à côté du camp de Rusenda. Pour le moment, ils y sont restés. Dimanche passé, ces rebelles ont perturbé la sécurité. Ils portaient des tenues militaires. Ces réfugiés demandent à toutes les personnes habilitées d'aider à trouver une solution à ce problème. Pour eux, s'ils ont quitté le pays natal, c'était à cause de l'insécurité. Ils fuient les combats et viennent s'installer à côté du camp. Ils ont installé leur position. Nous demandons au HCR et au CNR et au gouvernement congolais de s'occuper de ce problème. Nous avons quitté le Burundi à cause de l'insécurité. Et comment est-ce que les réfugiés peuvent cohabiter avec les rebelles? Pour le moment, ces réfugiés vivent la paix au ventre. Les rebelles Maïmaï effectuent des mouvements de va-et-vient à l'intérieur du camp et avec armes, mais aussi en tenue militaire. Merci mesdames et messieurs d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagi. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.